Bonjour à tous. Quand on parle d'IRM, une des questions qu'on se pose souvent est la suivante. À quoi correspond le signal en IRM? Ou plus précisément, comment l'obtient-on? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Pour parler du signal, il faut d'abord revenir sur les répercussions d'une impulsion radiofréquence. Prenons l'exemple d'une impulsion RF de 90 degrés. Lors de l'impulsion RF de 90 degrés, MZ décroît en raison de la transition des spins du niveau de basse énergie vers le niveau d'énergie plus élevé. Et MXY croît en raison de la mise en phase des spins. Globalement, le vecteur d'aimantation grand M bascule de 90 degrés. Mais rappelons que tout ceci se produit en rotation à la fréquence de l'armor lorsqu'on se place dans un repère fixe, donc vu de l'extérieur. Par conséquent, grand M, tout en basculant, tourne autour de B0, ce qui est important pour la suite. En fait, grand M décrit une spirale sur une calotte sphérique, du pôle nord à l'équateur. Après ce rappel, revenons à ce qui nous préoccupe aujourd'hui. C'est ce qui se passe lorsqu'on arrête l'impulsion RF. En effet, les phénomènes inverses vont se produire. C'est ce qu'on appelle la relaxation. En effet, MZ, qui avait disparu lors de l'impulsion de 90 degrés, repousse, selon le temps T1, et MXY, qui était maximum après l'impulsion de 90 degrés, décroît, selon le temps T2. Rappelons que la décroissance en T2 est beaucoup plus rapide que la repousse en T1. En moyenne, les valeurs de T1 sont 10 fois plus courtes que les valeurs de T2. Mais alors, que va-t-on mesurer durant cette relaxation? En fait, la repousse de MZ ne peut pas être mesurée directement car elle est complètement masquée par B0 qui se trouve dans la même direction. En effet, MZ est très petit par rapport à B0. Par conséquent, on ne pourra mesurer que la décroissance de MXY. MXY va donc se comporter comme un petit aimant. Pour expliquer facilement la suite, il faut un peu se plonger dans l'induction électromagnétique et donc ouvrir une petite page d'histoire. Rappelons que l'induction électromagnétique est le processus conduisant à la génération d'un courant dans un conducteur électrique soumis à un champ magnétique variable. Ce phénomène a été mis en évidence en 1831 par le physicien et chimiste britannique Michael Faraday, que vous connaissez par la cage qui porte son nom, au cours de multiples expériences. L'une d'elles consistait à introduire un barreau aimanté dans une bobine de fil conducteur. Il constate alors l'apparition d'un courant électrique lorsque l'aimant est introduit dans la bobine et un courant en sens inverse lorsqu'on le retire. En 1834, Heinrich Lenz a formalisé les découvertes de Faraday et énoncé une loi qualitative qu'on appelle depuis la loi de Lenz-Faraday. Mais Faraday avait posé les bases de la technologie électromagnétique moderne. Petite précision qui nous intéresse ici, ça fonctionne aussi lorsque l'on fait tourner le barreau aimanté devant la bobine. Dans ce cas, le sens du courant induit alterne en fonction du pôle de l'aimant qui passe devant elle. C'est de cette manière que fonctionne par exemple une dynamo bicyclette, dispositif un peu vintage, ou tout alternateur ou transformateur. Dans l'exemple de la dynamo de bicyclette, le galet, entraîné par la roue, fait tourner un aimant qui va donc induire un courant électrique dans la bobine, courant récupéré aux bornes de cette dernière pour alimenter l'ampoule. Revenons maintenant à notre système IRM et à la relaxation. Nous allons appliquer ce que nous venons de voir concernant l'induction électromagnétique. Rappelons que MXY tourne autour de B0. Si l'on place une bobine qu'on appelle antenne de réception dans le plan XOY, on pourra alors induire un courant électrique dans cette bobine. Rappelons également que MXY décroît en tournant. MXY va donc décrire une spirale. La rotation de MXY va, comme un aimant qui tourne devant une bobine, induire un courant électrique dans l'antenne. Ce courant a une forme de sinusoïde amortie
puisque le sens du courant varie en fonction de la position de MXY, dirigé vers l'antenne ou en sens opposé, et qu'il diminue. Normalement, cette sinusoïde devrait correspondre à la constante de temps T2. Mais en fait, il s'agit plutôt d'une constante de temps T2 étoile, plus courte que T2. Cela mérite une petite explication. En effet, si au niveau macroscopique, l'aimant qui produit le champ B0 est très homogène, il ne l'est pas au niveau microscopique. On parle aussi d'inhomogénéité d'origine instrumentale ou extrinsèque. On a donc deux sources d'inhomogénéité au niveau de l'IRM. Les inhomogénéités d'origine tissulaire ou intrinsèque, responsables de la relaxation spin-spin et donc du T2 des tissus, et les inhomogénéités d'origine instrumentale liées à la construction des aimants qui vont accélérer la relaxation T2 et donc conduire au T2 étoile. On peut prendre comme analogie une feuille de papier. Cette feuille de papier aquarelle est bien homogène quand on la regarde devant nous. Mais au microscope électronique, elle n'est qu'un enchevêtrement de fibres qui paraît très peu homogène. Il en est de même avec l'aimant qui produit B0. Revenons au signal qui est récupéré par l'antenne et qui épouse la forme d'une constante de temps T2 étoile. Ce signal est appelé FID, ce qui signifie Free Induction Decay. Ce nom date d'environ 2 ans après la découverte de la RMN par Felix Bloch et Edward Purcell de 1946. Erwin Hahn, doctorant à l'Université d'Illinois et futur découvreur de l'écho de spin, utilisait des impulsions radiofréquences pour provoquer le phénomène de résonance, contrairement à ses prédécesseurs qui se servaient d'un champ RF continu. Lorsqu'il arrêtait l'impulsion, il obtenait ce signal oscillant qu'il a appelé Free Induction, aujourd'hui appelé FID. Pour terminer, maintenant que nous avons vu comment on récupère le signal, nous allons juste voir en raccourci la suite de la chaîne de réception. Après l'antenne de réception, un préampli permet d'amplifier le signal qui est très faible. Puis, le signal analogique est numérisé par le convertisseur analogique numérique. Vient ensuite le reconstructeur qui va générer l'image. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous donne rendez-vous pour un autre sujet concernant les technologies d'imagerie sur notre chaîne. Je vous dis à bientôt.